Donc, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Avec Katie, on sera rejoint en cours de présentation par Whitney Cathcart, qui est la dirigeante de 3D Look. Voilà, on a souhaité vous présenter un petit peu quelque chose de différent. On reprendra finalement demain matin quelque chose qui est très très en lien avec la production à la demande, le lien avec l'impression digitale en termes de création, de modélisme, etc., pour être vraiment sur le côté créatif. Ça fera partie de l'atelier auquel je vous convie vraiment vivement demain matin. Ce soir, pour finir, voilà, on a souhaité vous présenter quelque chose d'un petit peu différent et vous éclairer sur ce qu'on pense être des quelques tendances en lien, bien sûr, avec la thématique générale de la journée, telle qu'on le vit, nous, aux États-Unis. Ça fait toujours du sens. Il y a forcément des choses qui vont arriver, qui sont en avance, qui peuvent être en retard également. Mais en tout cas, ça nous a semblé intéressant de vous montrer un petit peu cela. Donc, moi, je suis Olivier Austin, je suis le responsable commercial de Gerbert pour la France. Je vais laisser Katie se présenter et tout à l'heure, je pense qu'on sera rejoint par Whitney Cathcart qui se présentera elle aussi. Katie? Bonjour à tous, donc je suis Katie Pilet, je suis en charge du marketing et de la communication globale pour Gerbert Technologies. Donc je suis basée aux États-Unis, donc je vis aux États-Unis depuis 3 ans maintenant. Je suis d'origine française, donc j'ai vécu en France on va dire toute ma vie, et depuis 3 ans ici. Donc du coup, ça me permet d'avoir cette perspective à la fois de la compréhension du marché français, de quel est le fonctionnement du marché de la mode, puisque je travaille dans le domaine depuis 20 ans maintenant. Et puis cette vision à la fois de ce qui se passe aux États-Unis, une culture très différente, et puis une manière aussi au niveau business, au niveau entrepreneuriat très différente. Donc voilà, ce sont les sujets qu'on va pouvoir vous aborder aujourd'hui. Et Whitney va nous rejoindre. Elle fait partie de la société 3D Look, donc société très innovante qui permet de digitaliser la relation avec le client, notamment pour tout ce qui est prise de mesure. Donc, prise de mesure digitale et virtuelle. Voilà, donc un des points que l'on va aborder dans cette présentation. Olivier, je te prends la main. Ouais, très rapidement, en fait, juste pour poser un petit peu les choses. Beaucoup d'entreprises nous connaissent, en particulier dans le Nord, où on est assez bien implanté. Gerber est un groupe américain. On existe depuis plus de 50 ans. On est vraiment partout dans le monde où il y a du textile. On est en France, bien sûr, mais on va être en Italie, on va être aux États-Unis. On compte près de 80 000 clients dans le monde, dans tous les domaines qui utilisent des matériaux souples. Ça nous donne vraiment une culture d'entreprise très très forte par rapport à ça, et une couverture vraiment des opérations que peuvent avoir nos clients, que ce soit en Europe ou sur le reste du monde. Et on s'appuie aussi sur vraiment des centres d'expérience client. Il y en a un qui a ouvert récemment à New York, qui est extrêmement intéressant, où on peut faire des présentations à distance de finalement ce qu'on va illustrer demain matin dans l'atelier, mais de manière vraiment dédiée à un client, pour être vraiment dans une capacité à démontrer la viabilité d'un process justement de création à la demande. On a également la possibilité de traiter ces choses-là prochainement sur Milan, sur Porto, et on a également un Innovation Center à Shanghai, je crois, Katie, sauf erreur. Ouais, Shanghai. Shanghai et New York, et bientôt Milan, qui est dans les cartons. Dans les tuyaux. Donc voilà, on est vraiment présent partout. Quelques marques avec lesquelles on travaille en France qui, si elles sont connectées, vont se reconnaître. Si tu veux passer à la slide suivante, Katie. On est partenaire en fait de Plateau Fertile et de Norcrea, qui maintenant s'appelle Fashion Green Hub, depuis 2 ans maintenant, je dirais. Et on a tout de suite adhéré à ce projet parce qu'il nous a semblé vraiment plein de sens. Encore une fois, j'ai bien entendu tous les propos de Guillaume précédent, les propos de François sur le fait de faire du sens aux côtés de nos clients et d'être en capacité bien sûr de répondre à leurs besoins technologiques, mais aussi de les aider dans l'accomplissement de leurs projets, et pas simplement des projets technologiques, vraiment des projets d'entreprise. Les logiques de relocalisation, de production à la demande, c'est vraiment des choses qui sont super intéressantes et qui sont une vraie disruption par rapport à ce qu'étaient les modèles vraiment un peu passéistes, ou dont on doit sortir, parce que sinon effectivement le textile va crever de ces surconsommations.
Donc, on est vraiment là pour aider nos clients à se transformer sur la digitalisation de leur processus. On l'a vu tout à l'heure, j'étais très content des retours également de Thomas Delis, de Chantecler dans son intervention, de Stéphane Marseille, qui sont deux sociétés avec lesquelles on travaille. Voilà, ils sont pleins d'énergie, ils sont pleins d'envie, et c'est vraiment des gens avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Donc voilà, si tu veux passer la slide suivante, Katie, on aide nos clients en fait autour d'une plateforme digitale globale, c'est-à-dire que les solutions telles qu'on les connaissait par le passé, qui étaient classiques finalement de modélisme, de machines de coupe, etc. C'est un modèle qui aujourd'hui ne se suffit plus à lui-même. Il a besoin de connexion, il a besoin d'interaction. Donc aujourd'hui, on a complètement repensé en fait toute l'organisation de nos solutions pour les connecter les unes aux autres et faire en sorte justement qu'on puisse adresser des problématiques de particulières pour aller dans le sens justement de la mode à la demande en travaillant en liaison la plus étroite possible avec les sites web par exemple des entreprises, avec les systèmes de gestion de commandes, pour pouvoir, de manière la plus automatisée possible, entendre les desiderata d'un client qui veut un vêtement personnalisé par le choix du tissu, personnalisé par le choix des options, par le print. C'est justement l'atelier qu'on va animer demain avec Epson. On vous montrera ça dans le détail, on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc simplement, effectivement, cette slide pour vous présenter un petit peu l'ensemble des sujets sur lesquels on accompagne nos clients dans une approche qui est vraiment globale, où on peut traiter, je dirais, toute la problématique textile dans sa considération la plus vaste en termes de définition des plans de collection dans une plateforme de PLM, en termes de développement produit en 2D, de prototypage 3D pour pouvoir prendre des décisions de style, prendre des décisions de modélisme. Rentrer sur des logiques également extrêmement connectées d'optimisation de la consommation matière, et je parle ici pas simplement de placement automatique, mais vraiment d'algorithmes très puissants pour optimiser l'organisation et le flux de production, pour ensuite décliner soit sur des approches vraiment de mass production classiques, telles qu'on en voit dans des grands ateliers où on met en place des machines de découpe très très classiques, et puis de l'autre côté, d'autres machines, si tu veux cliquer un tout petit peu, Katie, d'autres machines qui vont plutôt être en lien avec justement ce qu'on va montrer demain, où on fait vraiment la prise en compte d'une commande client unique, où on intègre des desiderata, où on intègre du design, et on fait le lien avec l'impression digitale, en l'occurrence avec Epson. Donc ça, c'est ce que vous verrez demain. Vraiment, je vous enjoins à vous connecter demain à partir de 9h30. Vous serez, je pense, pas déçus. C'est vraiment très concret ce qu'on va vous montrer. Donc voilà, j'arrête là. Je pense que Katie a beaucoup de choses à vous dire sur la manière dont elle perçoit justement, forte de sa, on va dire, presque double nationalité, les cultures américaines et françaises. Et voilà, qu'elle vous explique un petit peu ce qui se passe par ailleurs. Et puis demain, voilà, moi, je vous montrerai des choses vraiment très, très concrètes autour de la production on demand, intégrant de la customisation et de l'impression digitale textile en lien avec Epson. On a un très très bel atelier à produire demain matin. Merci Olivier. Ben oui, et donc quelques tendances en venant des États-Unis. Donc tout d'abord, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je serai ravie de répondre à vos questions pour que ce soit le plus interactif possible. Juste avant d'attaquer les tendances qu'on voit et ce qu'on voit, déjà, quel est le statut, où on en est et les principaux challenges. Alors, je dirais que ce sont des challenges aux États-Unis, mais en France, on voit vraiment la même chose. C'est vraiment une situation globale. Il y a surtout un gros challenge avec la distanciation sociale. Alors, c'est vrai en France, mais c'est encore plus vrai aux États-Unis, puisque entre chaque État, il y a des lockdowns, donc on ne peut pas voyager entre États. Donc, la distanciation sociale est, je dirais, encore plus présente. Donc, ça veut dire que les entreprises ont dû très rapidement trouver des solutions. Elles sont en train d'en trouver. On en voit déjà quelques-unes arriver pour résoudre ce problème de distanciation sociale, que ce soit avec les clients ou que ce soit sur la manière de travailler au sein même de l'entreprise. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, on est tous en Zoom. Et ce qui n'aurait pas été le cas il y a quelques mois, hein, on aurait été tous ensemble dans une salle. On voit qu'on s'adapte et donc on partagera quelques tendances qu'on a pu voir, exemple client à ce niveau-là. Également une forte dépendance à la Chine. Alors c'est vrai aux États-Unis, il y a une très grosse dépendance de la Chine, mais du coup avec la chaîne logistique qui est complètement, on va dire, brisée.
là encore, il y a des choses pour se réinventer, des partenariats qui se forment, des partenariats qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Je voyais un de nos clients qui d'ailleurs est aussi un client 3D Look, Burlington Medical. Ils utilisaient des matières, ils fabriquent en fait des tabliers principalement médicaux personnalisés à la demande, et ils utilisaient des matières très spécifiques en provenance de la Chine. Et là, ça devenait impossible. Donc du coup, ils ont trouvé une solution. Ils ont acheté finalement leur concurrent, qui était une société locale. Ils les ont rachetés, et donc c'est un partenariat finalement qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelque temps de ça. Mais du coup, c'est une manière de se réinventer. Finalement, en créant des partenariats ou en rachetant des sociétés qui, au départ, n'auraient pas forcément eu, on va dire, n'auraient pas forcément été ensemble. Les processus manuels, donc, on voit qu'il y a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a certains processus manuels qui marchaient bien parce qu'on était face à face, parce qu'on pouvait voyager, parce qu'on pouvait facilement envoyer des choses et les recevoir. Aujourd'hui, on voit que ça marche plus, et aux États-Unis, c'est un gros souci. Donc là aussi, on va partager des tendances sur voir comment les entreprises se réinventent, comment créer de nouveaux processus pour automatiser, accélérer, et puis faire en sorte de pouvoir produire, répondre à une demande sans pour autant se voir se déplacer ou échanger des matières physiques. Alors, ce point-là, je suis pas sûre en France, mais aux États-Unis, c'est un gros problème, c'est les délais d'approvisionnement sur tout ce qui est matières premières. Tout ce qui est logistique qui vient finalement, que ce soit de la Chine ou d'Europe, c'est très compliqué, les prix ont explosé, et il est très compliqué de s'apprévisionner, et encore plus compliqué d'avoir des dates, savoir quand on va recevoir. Donc du coup, là encore, il y a de gros changements et qui apparaissent sur cette chaîne d'approvisionnement. Et puis, on a un gros manque de flexibilité des processus qui étaient là depuis des années. Finalement, ça marchait très bien, comme on faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans. On a ça aussi aux États-Unis, hein, c'est exactement la même chose. Mais on s'aperçoit que là, il faut être réactif, il faut être flexible, et qu'on peut plus travailler comme il y a 10 ans parce que ça marche plus. Et notamment au niveau des coûts, les coûts, il y a une grosse surveillance des coûts qui sont une grosse problématique. Donc, 5 tendances. Alors, au début, au début, j'avais une liste de 15. Je me suis dit, bon, on va réduire, mais donc, on a choisi 15 tendances qu'on va partager avec vous. Il y en a d'autres, comme ceux que j'ai évoqués avec les partenariats entre les entreprises, des choses comme ça, qu'on va pas aborder aujourd'hui, mais si vous le souhaitez, je peux l'aborder à un autre moment, ou si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Donc, 5 tendances. La première, c'est une consommation qui est complètement imprédictible. Les gens étant à la maison, ils n'ont plus du tout la même demande. Alors, j'espère que ça, c'est pas une tendance qui arrive en France, mais aux États-Unis, les clients, les consommateurs, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, s'habillent en jogging ou en legging du matin au soir et en t-shirt. Donc, c'est vraiment le loungewear, c'est vraiment le côté confortable de la mode. Alors, j'espère qu'en France, il y a quand même un petit peu plus d'habillement classique, mais du coup, ça a complètement changé les collections, les modes de consommation, et des marques qui du coup sont en danger parce qu'elles n'arrivent plus à vendre leurs chemises ou leurs vêtements un petit peu plus, on va dire, bureau, classique et tendance. Donc, être agile, savoir s'adapter très vite à une demande, passer d'un vêtement loungewear à un vêtement plus habillé, passer du costume à quelque chose de beaucoup plus casual. Donc ça, c'est une agilité qu'on a vue, et on va vous montrer comment, chez certains cas clients, comment les entreprises ont fait pour, du jour au lendemain, avoir cette agilité. Dans l'agilité, on retrouve ici la conversion pour produire des équipements de protection individuelle, et des équipements de protection, que ce soit des masques, alors pas seulement les masques médicaux, mais aussi les masques civils. Alors pas seulement le tissu, juste une couche qui est pas très, on va dire, safe ou pas très sécurisante, mais plusieurs couches, et intégrer des filtres de manière à avoir un vrai masque qui soit sécurisant et à la fois en tissu. Donc ça, on a eu beaucoup d'exemples, et ce qui a permis de compenser aussi toute la chaîne qui venait de la Chine, où c'était pas possible d'avoir des masques de Chine, et bien du coup de le produire en local et de les avoir en tissu produites de manière sanitairement qui répondent aux normes du CDC. Une deuxième tendance, la digitalisation de l'expérience client. Les magasins étant fermés, c'est pas très sécurisant d'aller dans les magasins. Et puis aux États-Unis, il y a aussi cette tendance que les magasins ont tendance à être un petit peu vides.
C'est-à-dire que les grandes surfaces, il y a beaucoup de malls ici, se sont retrouvées un petit peu prises à leur propre piège au printemps dernier, quand tout a été fermé. Les stocks étant enfermés, ils n'ont même pas pu récupérer leurs stocks. Donc du coup, là, ils ont mis le holà sur la production de masse et ils n'ont pas forcément renfloué les magasins, ce qui veut dire que le mieux, c'est d'aller en ligne sur Internet. C'est la meilleure manière de trouver des choses. Du coup, les clients sont très vite adaptés, aller en ligne sur les réseaux sociaux. Et c'est aujourd'hui le principal challenge, puisque comment recréer en ligne cette intimité client, cette relation qu'on peut avoir, que ce soit l'essayage, que ce soit trouver la bonne taille, que ce soit visualiser des couleurs, des vêtements. Donc, c'est ce qu'on va voir. On a certains exemples et on va partager avec Whitney de 3D Look comment digitaliser cette expérience client et recréer une intimité complètement virtuellement. Troisième tendance, vivre avec le virus. Ça veut dire aussi, tous, on doit travailler de manière distancielle. Alors, moi, personnellement, je suis allée au bureau une fois en 10 mois. Et c'est le cas de la majorité des personnes ici. En France, il y a un petit peu plus de souplesse, mais alors ici, c'est complètement bloqué. Donc, c'est aussi une révolution dans les habitudes de travail. Comment faire des patronages, comment voir des échantillons, comment développer des collections, tout en étant à différents endroits sans se voir. Donc, on va aussi partager là quelques exemples sur comment révolutionner certains clients ont révolutionné leurs habitudes de travail. Quatrième tendance, on avait jusque-là beaucoup de gros projets de sociétés qui voulaient être beaucoup plus rapides pour être juste rapides sur le marché, mettre en place. On voit que ça change. Aujourd'hui, les gens veulent être un peu plus malins, un peu plus smart, en disant « oui, je veux être rapide, mais je veux surtout être malin ». Mettre en place des petites choses, pas forcément faire un Big Bang, pas forcément tout révolutionner, mais changer des petites choses qui vont m'aider les unes après les autres. Donc là, on va voir comment, en apportant de la transparence sur chaque étape du processus, comment intégrant des nouvelles technologies, l'Internet des objets, par exemple, l'intelligence artificielle, eh bien, on peut améliorer, et on va voir certains clients qui ont amélioré certaines étapes du processus. Et puis, la cinquième, on va dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le moins, c'est le plus, hein, less is more, comme il dit ici, c'est l'éco-responsabilité. Comment non seulement répondre à un client rapidement, de manière agile, à la demande, mais tout en étant éco-responsable. Donc, éviter les stocks qui se perdent, éviter les invendus, produire vraiment à la demande de manière éco-responsable. Donc là, on va partager des points, notamment sur la microfactory qui se développe de plus en plus. On voit qu'Ethic, c'est vraiment très proche finalement des sujets dont on parle depuis ce matin, hein, autour de la digitalisation, autour de la prédiction, autour de l'éco-responsabilité. Voilà, finalement, on s'aperçoit que les tendances de part et d'autre de l'Atlantique sont très, très similaires. Il n'y a pas trop d'écart. Bon, voilà. On vit dans le même monde. Hein. Je crois qu'on a tous les mêmes enjeux, les mêmes challenges. Et les mêmes contraintes. Et les mêmes contraintes, exactement. Donc, la première tendance qui est vraiment l'agilité, le besoin d'être à la demande. Donc, ça, on le voit aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient une réalité. Beaucoup plus d'entreprises produisent à la demande. On voit Amazon qui maintenant propose de vendre des t-shirts à l'unité et surtout complètement personnalisés. Donc, le fait d'être à la demande, ça permet justement de passer d'un modèle où on produisait en masse en espérant que le client allait acheter, on anticipait les tendances, on anticipait ce que les clients allaient aimer. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche plus parce qu'on ne sait pas ce que le client va aimer dans 2 mois, on ne sait pas du coup de quoi il va avoir besoin dans 2 mois. Donc du coup, le fait d'être dans une situation complètement imprévisible, le modèle à la demande devient non seulement viable, mais devient un must et de plus en plus d'entreprises l'adoptent. Et cela permet d'intégrer du coup la personnalisation, le sur-mesure et donc l'impression digitale qui a le vent en poupe. Donc, par exemple, on s'intègre, alors vous voyez une image avec les solutions d'impression. Là, c'est une solution Kornit, mais on est complètement agnostique, que ce soit Epson, HP ou encore EFI. Donc, on s'intègre avec toutes les solutions. Et l'impression digitale, du coup, devient une vraie solution. On a de plus en plus de clients qui investissent dans ces solutions d'impression pour être agile, imprimer
Et du coup, ça permet de résoudre tous les problèmes d'approvisionnement. Ça permet de résoudre les problèmes de goût, couleur ou style de vêtements, puisqu'on ne sait pas anticiper. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit aujourd'hui. L'intégration, je dirais, est vraiment au cœur de la réussite de ces projets, puisque savoir intégrer le process complet, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un projet qui ne réussit pas et un projet qui réussit. Donc, avoir des solutions qui s'intègrent, savoir les intégrer et savoir s'entourer des gens qui ont ces compétences, c'est vraiment un élément clé. Et ce qu'on voit, c'est que, alors, principalement aux États-Unis, les gens étaient vraiment très séparés, très scindés entre le design d'un côté, où on faisait des modèles, des planches de style, et puis de l'autre, la production. Donc, en général, c'était, on envoie en Chine, ils se débrouillent. Nous, ce qu'on attend, c'est cette photo-là. Donc, débrouillez-vous, produisez-nous ce modèle. Donc, ça, on voit que ça marche plus du tout. Et le fait de passer dans un modèle à la demande, ça oblige, du coup, les sociétés à intégrer toutes les étapes, non seulement du design, mais jusqu'à la production. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté. Et de plus en plus de clients vont dans ce sens-là. Quand on dit donc comment ça se concrétise et comment nos clients le concrétisent, je dirais qu'il y a du coup une intégration avec que ce soit un site web ou que ce soit un magasin. Hein, finalement, on a la même logique de pouvoir choisir, de pouvoir personnaliser, de choisir des couleurs, de choisir des styles d'encolure, des styles de manches, des styles de matière aussi, pouvoir avoir le même modèle mais dans différentes matières et laisser le libre choix aux clients. On peut aller jusqu'au sur-mesure aussi, on verra comment la technologie peut aider. On va ensuite utiliser les logiciels de CAD, donc par exemple Acumark, qui va permettre de gérer toutes les configurations sans avoir à refaire un patron par configuration. Il y a un patron, mais ça permet de gérer l'ensemble des configurations possibles, l'ensemble des prints aussi ou des couleurs que le client va choisir. On peut même aller jusqu'à de la personnalisation où le client met lui-même la photo de l'imprimé qu'il a envie d'avoir. S'il a envie d'avoir un vêtement avec la photo de son chien ou s'il a envie d'avoir la photo de je ne sais quoi ou un imprimé qu'il a trouvé sympa, il peut télécharger et à ce moment-là, le logiciel de CAD va pouvoir gérer ces différentes variantes. On passe à l'impression. Donc, comme je le disais, on est agnostique. Hein, dans cet exemple, c'est Kornit, mais toutes les imprimantes se connectent, ce qui permet automatiquement de découper. Donc, la découpe automatique et pour passer ensuite à la couture. Et ce qu'on voit bien dans ce processus, c'est que finalement, l'intégration est un élément essentiel de la réussite. Donc, on a des clients comme Spoonflower, où on va voir tout à l'heure Carriage House, qui ont implémenté exactement ce processus, qui l'ont intégré. Alors, si vous voulez le voir, je vous invite à nous rejoindre à l'Innovation Center à New York, virtuellement. On a toutes les semaines des visites qui permettent de voir comment intégrer ces différents éléments. Alors, sur ce point, vous allez me dire, oui, mais tout dépend au départ du e-commerce. On a maintenant aussi les médias sociaux où de plus en plus de clients achètent directement via les médias sociaux, surtout les jeunes. Donc, comment on intègre le e-commerce et comment le e-commerce peut nous aider à aller dans la personnalisation et aller à la demande. Et c'est là qu'on voit des solutions comme 3D Look sont essentielles pour pouvoir gérer ce genre de process sur la partie front-end, sur la partie client. Alors Whitney, je ne sais pas si elle nous a rejoint. Hop, je regarde. Non, bon, bah, c'est pas grave. Donc je vais commencer, puis si elle nous rejoint tout à l'heure, elle pourra faire un témoignage. Donc là, sur l'aspect e-commerce, c'est essentiel de pouvoir, on va dire, recommander les tailles. C'est le principal problème, c'est quand on est sur un site de e-commerce, mais quelle taille je prends? Qu'est-ce qui va m'aller? Un pantalon, quelle est la meilleure taille? On ne peut pas essayer, ou alors certaines personnes, alors ici le font malheureusement beaucoup, de dire bon bah ce que je fais, c'est comme je ne sais pas quelle taille me va, j'en commande 3, comme ça je suis sûre que sur les 3 tailles, il y en aura une qui m'ira et je renvoie les autres. Donc on voit clairement que c'est une mauvaise pratique, puisque du coup, comment traiter les retours, spécialement avec le Covid, c'est intraitable. Du coup, c'est des déchets supplémentaires, c'est des coûts supplémentaires. Donc, c'est
pas du tout, on va dire, dans la logique de l'éco-responsabilité, ni de pouvoir faire que la société survive. Donc, du coup, on a de plus en plus de clients. Je parlais de Burlington Medical, qui est un client qui utilise cette solution. En fait, en prenant 2 photos, donc via son téléphone, il n'y a rien à installer, on reçoit un lien. Et en prenant 2 photos, automatiquement, le système détecte les mesures nécessaires pour savoir quelle est la taille parfaite, soit en recommandation de taille, ou on peut même aller jusqu'en sur-mesure si on veut faire du sur-mesure. Donc concrètement, comment ça se passe? Un site e-commerce, donc que vous pouvez voir ici, où on peut regarder différents modèles, voir ce que l'on a envie d'acheter, et un seul clic, un bouton qui est « Je souhaite avoir mes propres mesures, être mesuré ». Et donc, ça ouvre automatiquement l'application 3D Look. Donc, cette application, on entre juste 2 informations, son email et son numéro de téléphone, et ce qui permet de recevoir un lien automatiquement sur le téléphone. Voilà. On entre quelques informations, à savoir quelle est sa taille et quel est son poids. Donc, ce qui va permettre au système de savoir automatiquement au moins quelle est la hauteur de la personne, quel est le poids, et donc de automatiquement détecter les mesures. Voilà. Et donc, on voit que le lien arrive directement sur le téléphone, si ma connexion Internet continue de fonctionner. Habituellement, j'ai une bonne connexion Internet. Voilà, c'est reparti. Donc, le lien arrive sur le téléphone et donc permet d'ouvrir la caméra et de prendre 2 photos. Donc là, je vous présente ma fille qui a pour moi servi de modèle. Et en prenant 2 photos, une de face, voilà, et une sur le côté, eh bien, automatiquement, le système va récupérer les dimensions, recommander la bonne taille, et ce qui va permettre au client ensuite, sur le site Internet, eh bien, de choisir des options de personnalisation, que ce soit d'imprimer, que ce soit de forme du vêtement, que ce soit de textile aussi utilisé, et de produire directement. Voilà, je vous montre juste la partie personnalisation. On peut choisir son imprimé, on peut choisir le type de silhouette que l'on veut, si on veut que ce soit resserré la taille, le type d'encolure, le type de manche, etc. Commander directement. Et cette commande, étant intégrée avec les systèmes de production, va pouvoir directement être envoyée à l'impression et à la découpe. Et Whitney Carhart nous a rejoint de 3D Look. Bonjour Whitney. Bonjour. I will not speak in French. Donc Whitney va parler en anglais, mais si vous souhaitez après, je peux traduire. So Whitney, we just saw 3D Look in action, how to completely digitalize the customer experience on the website. Could you explain us how this works and what you've been noticing to your customers on how this technology is helpful to digitalize the relationship and produce the right garments with the right size directly from 2 pictures, basically? Yeah, thanks for having me, Katie. It's good to be part of this and good to see you as always. So 3D Look is at our core technology. We're an AI-first technology company, and our core tech recognizes the human body from just 2 photos. So from a front and a side photo that a consumer takes on any mobile device, it doesn't matter if it's iOS or Android, we basically go from 2D to 3D. So we detect key points and body contour of the body, and we have a complex statistical model that creates a very unique 3D model of each unique consumer. And once we've got that unique model,
we extract body measurements from that. So today in our API, we currently generate over 75 different measurements of the human body. So the core technology is based on a combination of 3 technologies: computer vision, machine learning. We use neural nets, and those have been trained on a large proprietary database, and then 3D statistical modeling. So that sits at the core of it. We really have 3 goals at 3D Look, which are the basis of our solutions for the apparel industry. One of them is to build solutions that enable better fit experiences for consumers and enable brands to cut down on returns, excess inventory, and waste. Number 2 is to use that body data in the product life cycle and flip the way we've been designing and selling in a mass production model, which means really making products that fit people rather than the other way around. And then the third piece of it is to partner with leading edge companies such as Gerber, who are pioneering the future of on-demand manufacturing. So we're looking on the consumer side to how do we create products that are more personalized to their unique body shapes and body measurements, because we all know that, you can be one height and weight, but there are many, many different body shapes. So Ketty and I could be the same height and weight, but a pair of denim is going to fit her differently than it fits me. So we're really looking at not looking at averages, but looking at really our own uniqueness and celebrating, each one of us individually, and how our core technology really sits at the first piece of an on-demand and customized supply chain. Yeah, thank you, Whitney. And maybe an example we can talk about is Burlington Medical, where they integrated this technology. Well, they were very manual, asking a question on what do we do if we are le façonnier, est-ce qu'il investit ou est-ce qu'il meurt? And this company, Burlington Medical, was really doing things, handmade manual processes. And then they realized with all the changes that they couldn't be efficient, they couldn't continue to work, or basically they would die if they just did not integrate some technology into their processes. So that's exactly what they did. Maybe can you talk about this, Whitney, about their experience? Yeah, they're a company like many folks in the uniform sector that were really affected by COVID because they have a direct sales team that needs to go into hospitals and with a measuring tape manually measure medical workers. They produce radiation aprons on demand. And so we integrated our Fit widget. It's on their website, and we've got a measurement system for their sales reps that enable the sales reps to digitally, from just a front and side photo of a medical worker, extract the measurements that are specific to Burlington that they need for their patterns. And that system is up and running. We integrated with them last August. They get, I think it's 10 different measurements and 3D models from us. And they're able to use that in a completely automated way with Gerber, and they use AccuMark and MTM. And we're actually in the process of doing an integration with their CRM. So the entire flow will be completely automated from the end wearer, taking those 2 photos of themselves all the way through to Gerber. So Gerber will essentially be pulling those measurements out of Burlington's CRM system. So it's pretty exciting to be part of, enabling a completely automated on-demand system and enabling their sales reps to actually do their business. Yeah, exactly. Yeah, thank you, Whitney. And yeah, it's a big change for them. And well, they are all very excited to have this change. And they realize that by being also virtual, digital, they had the capability to show more design, they show more prints. And I know that they have in the project to integrate the microfactory and digital printing to get even more flexibility, even more personalization on their products. So that's really exciting to see those change, but step by step. And I think that's the success stories we see right now are really people going step by step. Okay. Yeah, well, absolutely. thank you very much, Whitney.
Yeah, thanks for Yeah. having me, Katie. It's always good to see you. I hope you have a great rest of the day. Thanks for joining. And Thanks a lot. non, c'est vraiment voilà une bonne best practice, meilleure practice. Voilà, je trouve plus mon français. Une meilleure pratique, je vais y arriver, en provenance des États-Unis et de plus en plus de sociétés qui implémentent ce type et intègrent ce type de système. Alors, il y a un point qu'on n'aborde pas aujourd'hui, que j'ai pas abordé aujourd'hui, mais Olivier en parlera demain. C'est tout ce qui est patronage, parce que bien sûr, toutes ces solutions, toutes ces intégrations, que ce soit aussi la microfactory, le on-demand, c'est très efficace, ça marche très bien, mais ça sous-entend une chose au préalable, c'est que le patron, il soit nickel, qui est le meilleur fit. Donc, toute la partie patronage, c'est quelque chose qui est primordial et essentiel. Et c'est ce qui va faire la différence entre une société qui va faire du on-demand, offrir des vêtements qui vont plus ou moins aller, et quelque chose qui va être parfait. La technologie est là, mais il y a toujours ce savoir-faire du patronage qui est vraiment essentiel à la réussite et au bien-aller du vêtement. Alors bien sûr, la technologie est là pour aider. On va en parler tout de suite. Je vais en parler tout de suite d'ailleurs de ses habitudes de travail et donc du patron. Le patron voit qu'aujourd'hui, il est de plus en plus digitalisé parce que les gens sont pas forcément ensemble, ils peuvent pas forcément aller au bureau, ils peuvent pas forcément travailler comme avant. Et donc, digitaliser tout ce process de développement produit est essentiel. Et là, on voit, alors c'est un cas client que je voulais partager avec vous, parce que c'est une société américaine, mais qui est très, très proche des habitudes de travail et des modes de travail français. D'ailleurs, ils aiment, c'est un tailleur, ils font du costume et ils aiment se comparer aux tailleurs français. Alors, je fais aucun jugement, loin de là mon idée, mais ils avaient des processus de travail très manuels à faire des costumes à la main, entièrement façonnés, personnalisés, sur mesure. Et ils se sont aperçus que là, du coup, c'était plus possible, ils pouvaient plus travailler. Les patronnières étaient dans différents endroits et ils étaient absolument pas efficaces en termes de réplicabilité. C'était pas du tout efficace non plus. Donc, du coup, ils ont intégré la technologie. Ils ont digitalisé leur patron en 2D et ils sont passés à la 2D et à la 3D en même temps. Et du coup, ils se sont aperçus qu'avec la 3D, eh bien, ça permettait de mettre à disposition du client la visualisation du rendu du produit final et donc d'aider le client final à la décision, à choisir comment il voulait la doublure, comment il voulait l'extérieur, peut-être comment il voulait la pochette ou les surpiqûres. Et du coup, ça a complètement changé leur méthode de travail. Et par là même, ils se sont aperçus que non seulement ça facilitait les process, ils pouvaient travailler, mais qu'en plus, ils étaient 3 fois plus rapides dans la réalisation du costume sur mesure. Ils avaient réduit de moitié les échantillons, donc des économies de coûts. Donc au final, c'est un gain vraiment immense. Du coup, ils ne lâchent plus la technologie. Ils ont intégré la partie coupe aussi avec, puisque le patron, je crois qu'il y a quelque chose qui est important quand on parle de 3D, et Béatrice en parlera demain, c'est que la 3D, c'est bien, mais il faut que ce soit une aide, et il faut qu'on puisse le produire, parce que si avoir une belle image qui est sur un site internet ou qu'on donne à un consommateur, mais on ne sait pas le produire, parce qu'il faut créer le patron derrière, ça peut pas marcher, parce que tout le temps qu'on a gagné sur la partie 3D, on va le perdre pour créer le patron, pour pouvoir le produire. Donc, avoir une 3D qui soit basée sur un patron de production, sur un modèle 2D qu'on puisse actuellement produire, là, c'est vraiment un élément essentiel. Et c'est ce qu'Adrian Joule a vraiment compris en mettant en œuvre ce process. Alors, Adrian Joule, juste pour la petite histoire complète, quand le Covid a frappé, ils venaient juste d'intégrer la 2D, la 3D, donc pour eux, c'était un timing parfait. Par contre, la demande de costumes a baissé, mais du coup, puisqu'ils avaient les solutions de 2D, 3D, eh bien, ils ont pu se diversifier. Ils ont fait des t-shirts, ils ont fait des sweats qui pouvaient se mettre sur une veste pour se porter un peu plus classique. Et puis, quand les gens avaient une réunion en Zoom, hop, ils pouvaient mettre la veste. Ils ont aussi converti en produisant des masques. Ils ont fait des blouses aussi chirurgicales pour aider la communauté et puis les hôpitaux locaux. Et ça, ils n'auraient jamais pu le faire
sans la 2D, sans la 3D. Ils ont pu produire finalement ces collections, mais en un temps record ou en créant, disant bon, bah alors je vais faire un t-shirt, je vais faire un sweat. Ils l'ont fait en 2D, ils l'ont fait en 3D. Alors durant le week-end, et clairement c'est vrai, Darren Beeman que vous voyez là, il a fait ça le week-end et du coup il est arrivé le lundi, il dit voilà le patron, découpez-le moi, je veux le produire. Et c'était fait en 2 jours. Et ils ont pu, du coup, finalement survivre. Je crois que c'était vraiment une question de survie grâce à la technologie, grâce à la 2D, à la 3D. C'est quelque chose c'est vraiment une très belle histoire et comment un tailleur très, on va dire, artisanal, en intégrant la technologie, arrive à rebondir et à rester sur le marché. Voilà, c'est quelques exemples des modèles qu'ils font en 2D, en 3D. Ils ont fait des masques aussi qui étaient vraiment très sympas. Une quatrième tendance qui était, non, j'avais oublié, quand on parle d'habitude de travail, il y a aussi tous les process. Alors, on sait qu'on a tous Excel. Alors, aux États-Unis, c'est pareil, hein, ils ont tous Excel, des Google documents partagés partout. Mais le problème, quand on est ensemble, ça va parce qu'on arrive à se partager les infos, de dire ah bah non, t'as pas la bonne version fichier, j'attends, je t'envoie l'info et ça marche. Et dès qu'on est tous à la maison, qu'on se voit plus en face à face, ça marche plus. Donc on voit clairement des clients, comme par exemple on a Philson qui est un client, alors ici très connu, c'est une grosse marque. Ils ont intégré le PLM et juste à temps parce que finalement ils ont pu digitaliser, on va dire, tout leur processus, le simplifier, avoir tout sur une seule plateforme, sur le cloud, c'est en ligne. Donc, quand on est à la maison, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut accéder à la plateforme cloud et accéder aux informations. Et justement, ils ont pu continuer à travailler. Pour eux, ça n'a eu aucun impact. Ils nous ont dit, le Covid, pour nous, aucun impact, puisqu'on avait toute l'infrastructure technologique qui était en place, avec tous les process digitalisés. Donc, le fait que les gens soient chez eux, il n'y a pas eu d'impact. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est quand même, c'est vraiment un gros succès, une très belle meilleure pratique d'avoir digitalisé avec un PLM. Alors quand on parle de PLM, c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer tout de suite le gros projet, la grosse artillerie, mais je crois qu'il y a aussi des projets qui peuvent être simples, digitaliser des étapes du processus et après les unes après les autres, de manière simple et rapide. On a des clients qui mettent en place le PLM en 3 jours. Voilà. Après, il faut vraiment y aller par étapes, savoir quel process on veut digitaliser, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et on peut y aller de manière simple et rapide. Donc ça aussi, c'est quelque chose ici vraiment qui se démocratise et qui devient aussi normal finalement qu'avoir un email, c'est d'avoir un PLM. Je vois qu'il y a des questions, n'hésitez pas. J'ai du mal à y accéder. Ok. Non, ça va, tu peux continuer. Je peux continuer. Bon, je partagerai la présentation. Je surveille. Tu surveilles, très bien. Quatrième tendance. Alors celle-ci, elle me tient à cœur parce que on est content de voir en fait les clients s'aperçoivent que être plus rapide, faire des gros projets, oui, mais surtout être plus astucieux et dire quelles sont peut-être les petites solutions, quels sont les points de technologie que je peux intégrer pour être plus agile, pour être plus efficace. Et puis surtout, il faut se l'avouer, pour bien maîtriser les coûts. Alors ici, comme en France, il y a un gros focus sur la gestion des coûts, la réduction des coûts. Alors, tout ce qui est matière était important, mais là, ça prend une dimension d'autant plus importante qu'il est difficile de s'approvisionner. Donc, difficile de s'approvisionner. En plus, ça coûte de plus en plus cher. Donc là, faire attention, économiser le moindre centimètre carré, ça devient vital. Donc, on a vu vraiment une explosion de toutes les solutions d'optimisation, toutes les solutions de productivité que nos clients avant disaient oui, pourquoi pas, je verrai quand j'aurai le temps. Là, il me le faut. Donc, Olivier a parlé par exemple des placements, non seulement les placements automatisés, mais les algorithmes de calcul pour vraiment optimiser 0 buffer pour que quand la coupe y ait vraiment que ce soit adjacent, qu'il n'y ait pas de perte
matière entre les différentes pièces. Là, ça devient vraiment indispensable. On a de plus en plus de clients qui s'équipent. Hardwire, on a aussi des gros clients qui, notamment, ont converti en produisant des masques et des petites pièces, donc il ne faut pas perdre de matière, qui ont utilisé ces solutions et qui font des gains et des économies, en tout cas énormes, en utilisant ces solutions. Donc là, c'est une vraie best practice. Et puis tout ce qui est, on va dire, on s'aperçoit qu'on perd en efficacité quand on n'a pas de transparence dans le processus, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a des erreurs, donc on doit refaire. Là, aujourd'hui, c'est plus possible, il n'y a plus de place aux erreurs et avoir une complète transparence dans tout le processus devient essentiel. Et donc là, ça va être grâce à des logiciels, notamment tout ce qui est industrie 4.0, de gestion des données, de connectivité des données. On va permettre de tracer, de savoir ce qui se passe à chaque étape, de savoir combien on a en stock de matière, donc combien on peut produire, surtout quand c'est à la demande. Il faut avoir juste le tissu qu'il faut. Alors c'est sûr qu'on parlera après d'impression. Si on imprime sur le tissu, c'est uniquement du tissu blanc, donc ça simplifie la gestion des stocks également. Mais avoir cette traçabilité, analyser les données. Et un bon exemple que j'ai de clients, ce sont tous les outils de prédiction. Alors c'est vrai qu'avant on disait, mais je préfère, sur la partie production, j'ai un technicien qui vient, je préfère avoir quelqu'un qui vient vérifier ma machine, savoir ce qui va pas, qui répare, et ça marchait très bien. Mais avec toutes les restrictions de Covid, de déplacement, de face à face et puis aussi de risques en déplaçant dans les usines, finalement, là, on s'est dit non, il nous faut des solutions. Et là, les solutions, elles existent, la technologie, tous ces outils qui intègrent l'Internet des objets, par exemple avec la réalité augmentée, eh bien, ça permet le client montre la machine et puis le technicien en réalité augmentée va pouvoir montrer à quel endroit il faut changer quelle pièce ou à quel endroit il faut faire telle opération et donc de guider complètement l'opérateur pour qu'il soit en mesure de faire le travail qu'aurait pu faire le technicien ou en mesure d'identifier le problème complètement à distance sans se déplacer grâce à donc l'Internet des objets, donc c'est la réalité augmentée et l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que Gerber, oui. Juste pour aller dans ton sens sur vraiment l'intérêt de la réalité augmentée. Aujourd'hui, on a pu assister un client parce que à cause des problèmes justement de pandémie, on peut pas se déplacer pour aller installer par exemple une machine de coupe dans certains pays. Eh bien, par les solutions aujourd'hui de réalité augmentée, de lunettes justement très intégrées de visualisation, on a pu assister à distance un client, qui avait un certain background technique quand même, mais on l'a aidé finalement à installer son chariot matelasseur, sa machine de découpe automatique dans son atelier sans avoir à y mettre les pieds. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On comprend la logique de connexion, de prise en main des solutions à distance, etc., dans un mode un petit peu, je dirais plutôt 3.0 que 4.0. Mais là, vraiment, c'est l'exemple parfait où la réalité augmentée dans cette approche 4.0, elle a permis vraiment de pouvoir travailler comme si on était sur place et à installer physiquement avec l'aide du client une machine de coupe. Donc ça, je trouve que c'est un exemple assez extraordinaire. Parce que ça a permis finalement, ce client était complètement bloqué, il ne pouvait pas produire, il avait des tonnes de masques en l'occurrence et de blouses à produire et il ne pouvait pas le faire parce que sa machine de coupe était en caisse. Et là, le fait de pouvoir effectivement lui installer sa machine à distance, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et une expérience très très enrichissante pour nos équipes aussi. Voilà, c'était juste la petite incartade que je voulais faire. C'est la même chose. Ouais, effectivement, donc on est exactement dans les mêmes tendances et puis la technologie qui permet. Mais c'est vrai que la réalité augmentée, c'est quelque chose qui est fabuleux, qui permet vraiment non seulement de réparer, mais d'aider, d'installer from scratch. Voilà. Donc, last but not least, comme on dirait, tout ce qui est éco-responsabilité et le moins et le plus. Donc là, la microfactory, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui se développe. Alors, sur la droite, c'est un exemple de cas client, donc qui est vraiment intéressant, que je voulais partager avec vous. Donc, c'est une Carriage House, c'est vraiment, alors, je sais même pas, c'est une société, mais c'est vraiment familial. C'est un couple, en fait, ils ont décidé avec la pandémie de changer de vie et de se dire, voilà, on va mettre à disposition à la demande
de l'impression et on va imprimer les tissus et les gens pourront sur un site internet, sur les réseaux sociaux, donc ils travaillent beaucoup avec les réseaux sociaux, choisir l'imprimer, télécharger le fichier et eux, ils impriment, ils découpent, donc avec un découpeur Z1 qui est complètement intégré et ils font ça à la demande. Donc, ils ont des modèles d'impression qu'ils offrent si les gens veulent choisir ces modèles d'impression ou on peut, moi, vous, chacun, mettre son imprimé, le télécharger sur le site et puis eux, ils impriment, ils découpent, ils font la couture et ils livrent. Donc, c'est vraiment un modèle alors, ce qu'on voit dans la vidéo, hein, c'est qu'ils sont chez eux, ils n'ont pas de bureau, ils travaillent à la maison et ils ont installé dans leur grange. C'est vraiment littéralement dans leur grange, à la fois l'imprimante et le découpeur. Donc là, c'est vraiment un exemple de micro-factory, de société unipersonnelle, individuelle, qui a permis ça. Et finalement, c'est la pandémie qui leur a permis de le faire. Voilà, donc on voit leur grange hein, dans leur garage. Et comme dit Annick, c'est l'atelier agile dans toute sa splendeur. Ah, là, c'est l'atelier agile dans toute sa splendeur. On a même les poules. Et ils utilisent des matériaux très naturels, donc ils ont une démarche éco-responsable de protection de l'environnement. Il n'y a pas de déchets, c'est de la production à la demande. Du coup, il n'y a pas de problème d'approvisionnement puisque c'est du tissu blanc hein, à l'origine qui permet d'imprimer. Donc, c'était une belle histoire. On en voit beaucoup se développer comme ça. On a des clients comme Spoonflower, pareil. Et maintenant, ils font uniquement à la demande. Ils font du textile, que ce soit pour la mode ou pour l'ameublement, où ils impriment, ils découpent directement à la demande. Donc, il y a une réduction des transports. Il y a l'utilisation de matériaux naturels. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et quelque chose qu'on voit aussi, alors je sais que c'est le cas en France, mais c'est le marché de seconde main, mais en reconfigurant les modèles, c'est-à-dire en prenant un modèle et en ajoutant une partie d'imprimé sur quelque chose pour changer ou changer une partie ou vraiment de la customisation et ensuite de revendre ce vêtement, forcément en faisant une marge. Donc là, ce sont les deux types de micro-factories que l'on voit vraiment se développer. Et là, c'est la technologie et l'intégration qui permettent de rendre ce projet viable, puisque ce jeune couple, ce qu'ils ont fait, ils ont quand même intégré les réseaux sociaux, ils ont intégré une solution de patronage de 2D, ils ont intégré avec leur site Internet la gestion des fichiers digitaux, l'impression, la coupe et la couture. Et on voit que ça marche très, très bien. Voilà. Donc, je voulais garder peut-être quelques minutes si vous avez des questions. Donc, en résumé, on voit dans ces tendances que qu'est-ce qui est important? L'innovation. Investir, innover. Alors, pas forcément tout changer, pas tout révolutionner, mais changer quelques aspects, que ce soit intégré de l'Internet des objets, que ce soit intégré de la 3D, que ce soit intégré de la partie e-commerce ou que ce soit intégré de l'impression digitale. Ou des outils comme 3D Look, c'est ce qui va permettre cette innovation d'être agile, d'automatiser, de digitaliser le process et puis d'offrir une expérience client. Je crois que c'est ce qu'on a vu qui est au cœur, c'est l'expérience client. Le client, il demande une expérience nouvelle qui est digitale et il a besoin de cette relation. En tout cas, aux États-Unis, on voit que les sociétés qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à offrir cette relation personnelle. J'ai cet exemple que j'aime bien. Avant le boulanger, on y allait tous les jours, il connaissait tout le monde et il savait qui voulait sa baguette bien cuite, qui la voulait pas trop cuite, il savait qui aimait une tarte aux fraises. Aujourd'hui, dans le vêtement, c'est pas possible, on peut pas savoir, surtout à distance, qui aime quoi. Du coup, le fait de digitaliser la relation, du coup, on sait qui va commander aussi quel type de motif, qui a quelle silhouette, et on va pouvoir recommander le bon vêtement grâce à la silhouette, grâce aux technologies, et complètement digitaliser cette expérience client pour dire, voilà, moi, selon votre profil, c'est ça aussi que je voudrais vous recommander. Donc, on va de plus en plus vers là. Et on a vu que l'intégration, c'est un élément clé. Les outils sont là, tous les systèmes, on va dire, de digitalisation sont là pour aider, mais l'intégration, c'est un élément clé. Et savoir les intégrer et s'entourer de gens qui travaillent ensemble pour les intégrer. Voilà. Et ce sont sur les principaux sujets. Donc, on a quelques minutes
si vous avez des questions, Olivier, s'il y a... Il y a une question sur sur la provenance éventuellement des cotons. Bah, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment se prononcer. Ça dépend vraiment de l'endroit où ce type de microfactory peut être installé et du choix de chacune d'entre elles de s'approvisionner avec du coton, comment dire, extrêmement bio, local ou régional, ou de s'approvisionner sur des marchés différents. Là, nous, on n'a pas de recommandations par rapport à ça à faire. Hein. On est encore une fois, on intègre au bénéfice des entreprises de la technologie, mais on n'est pas responsable de la manière dont ils vont approvisionner, proprement ou pas, leur coton. Donc là-dessus, à Patricia, je ne sais pas répondre précisément sur la provenance du coton utilisé par cette microfactory. Donc, qui s'appelle Carrier Jaws Printery. Je l'ai mis dans le module de conversation. Si vous voulez regarder un petit peu, la vidéo est visible sur YouTube. Hein, elle est accessible sans aucune difficulté. Et je pense que toutes les vidéos également qu'on a présentées, soit sont visibles sur YouTube, soit sont visibles sur le site internet de Gerbert. Donc, très, très facile à trouver. Et puis, voilà, vous avez de toute façon à l'écran nos adresses email à Katie et moi-même. Si vous aviez des questions à nous poser, on est à votre entière disposition. Vous n'hésitez surtout pas. Et si la nuit portant conseil, ce sont des questions qui viennent demain pendant les ateliers professionnels, je serai là pour y répondre autant que possible. Donc, vous n'hésitez surtout pas et je vous enjoins vivement à vous connecter demain pour ces ateliers. Ça sera vraiment, là, pour le coup, quelque chose d'extrêmement concret sur la mise en situation, justement, comme le disait Katie, des patrons et de l'insertion des prints et comment on exploite ça pour pouvoir vraiment être dans une logique de production à la demande, de production personnalisée, de production relocalisée. On est avec ces technologies-là, encore une fois, je ne sais plus qui précédemment l'a dit, la techno est là. C'est pas une question de technologie, c'est plutôt une question effectivement aujourd'hui de volonté de la part des entreprises de rentrer sur ces nouveaux modèles. De trouver les points de retour sur investissement, parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident de changer complètement son business model par rapport à ces nouvelles technos. Mais en tout cas, les technos sont là. Elles permettent vraiment de faire des choses assez extraordinaires. Donc, rejoignez-nous demain. Vous aurez une vision un petit peu plus claire d'une partie de ce que l'on peut faire avec nos clients. Et puis, je suis, moi, bien sûr, en particulier à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit aujourd'hui ou plus tard.